bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue comme chaque jeudi dans Monde des Arts. Un Monde des Arts un peu noir aujourd'hui, vous allez voir, avec peut-être une citation pour commencer, messieurs, dames, qui a dit attention, il n'y a pas de chute de l'Amérique pour la simple raison que l'Amérique n'a jamais été innocente. C'est pas mal d'ailleurs. Ça vous dit quelque chose, Philippe Manche, non? C'est récent? Non. L'Amérique qui flanche, c'est pas récent, non. Vous savez pas? Je dirais Philippe Ross, mais c'est pas du noir, mais ça non, pourrait. On est dans le noir, on est dans le roman noir. Non, allez, James Ellroy. Évidemment, qui a lui seul d'ailleurs réuni tous les ingrédients de la littérature noire, Amérique, la violence, le sexe, le crime, un cocktail explosif dont le public raffole. Et oui, et on redemande même le succès des thrillers, des polars, bref, ce qu'on appelle cette fameuse littérature noire, ne s'est jamais démenti en fait depuis, je sais pas moi, Agatha Christie, Boileau Narcejac, et en littérature, en bande dessinée, aussi en série maintenant, et au cinéma bien sûr. Mais pourquoi aime-t-on autant frissonner, n'est-ce pas, Salvatore? Sommes-nous inexorablement attirés par le mal? Eh oui, grande question. Et puis pourquoi ce genre littéraire finalement ne se fatigue pas et parvient-il la plupart du temps à se renouveler et surtout à interroger les faces les plus sombres de la société qu'il traverse? On en parle ce soir avec nos invités, ça fait une bonne grosse matière. On va essayer de résumer tout ça avec vous, Salvatore Mini, tout d'abord. Bonsoir. Bonsoir David. Vous êtes l'auteur, auteur d'Emprise. Ça, c'est le dernier petit, Entre autres, oui, petit bébé qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Hein. En mars dernier. D'accord. Il se porte bien. Il se porte bien, il va très bien. Voilà, je suis très, très content de la réception du public. D'accord. Ça s'appelle donc Emprise. C'est aux presses de la Cité. On vous le conseille fortement. Vous l'avez lu, Emprise, Philippe Manche? Absolument. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de recevoir Salvatore dans le podcast, le podcast littéraire Asphalt Jungle. Asphalt Jungle qu'on peut trouver sur Spotify, toutes les plateformes, voilà. Puisque vous êtes journaliste plutôt spécialisé justement en littérature et littérature noire. Ouais. Mais votre cœur penche pour la littérature noire, j'ai l'impression, non? À cheval avec la littérature étrangère. Bon, il est à cheval, Philippe Manche. À cheval. On va essayer de faire descendre du cheval alors. Avec nous également, je dis n'importe quoi. Nathalie Cloutier. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Vous êtes blogueuse littéraire. Kezako, blogueuse littéraire, c'est-à-dire que vous avez un blog et vous présentez des livres? C'est ça, un blog où je fais un peu un retour sur mes lectures. Je n'aime pas dire chronique parce que je ne suis pas du tout une professionnelle, je suis juste une passionnée et donc j'écris un peu ce que j'ai ressenti, mes émotions de lecture. D'accord. Et plutôt dans le polar? Presque exclusivement dans le polar. D'accord. Vous n'êtes pas à cheval, vous êtes non, voilà. Je l'étais quand j'étais plus jeune, mais maintenant c'est noir. Ça, c'est noir. C'est noir. Et ça s'appelle, je vais me calmer, et ça s'appelle Mes lectures du dimanche. On peut trouver ça sur toutes les bonnes plateformes. C'est un blog, donc c'est sur un site web. Donc voilà, il suffit de s'abonner et puis voilà, on s'abonne. Mes lectures du dimanche, en tout attaché. Marco est avec nous pour finir. Bonsoir Marco. Bonsoir David. Marco Rinchard, libraire, amateur aussi de littérature noire. Vous êtes une des chevilles ouvrières du festival Iris Noir qui va se tenir le week-end prochain. Une des chevilles, effectivement. On est trois, dont Salvatore et encore un troisième, Jean-Pierre Vanat. Voilà, Jean-Pierre Vanat. Vous êtes libraire virtuel, j'ai lu ça, c'est quoi? C'est-à-dire vous n'existez pas? On existe virtuellement et en présentiel aussi sur des événements littéraires, entre autres la Foire du Livre, Iris Noir Bruxelles également. Et on aura bientôt un petit scoop, une avant-première, on aura bientôt notre propre librairie physique à Bruxelles, dans le nord de Bruxelles. Monde des Arts, on adore les scoops. Hein. Voilà. Dans le nord de Bruxelles. Oui. On va chercher... Près de la basilique. Ouais, bah ça va, voilà. ça se resserre, n'est-ce pas, comme on dit dans les enquêtes policières. Allez, on parlait d'Ellroy là, au début de l'émission. Qui a tué Elizabeth Short? On le sait. On est dans le Los Angeles. Je vous regarde, hein, je sais pas si non, pas vous. Non, mais c'est vrai que James Ellroy, c'est vrai que c'est lui qui a quand même popularisé d'une certaine manière, via les éditions Rivage Noir, le roman noir au milieu des années 80 avec notamment le Daniel Noir et puis toutes ces... Le Grand Nulle Part, et les Confidential, White Jazz, et puis ces trilogies et quartettes à répétition, c'est quand même un patron. Hein. Et il y a une excellente reprise au cinéma, c'est pas toujours le cas d'ailleurs, c'était Brian De Palma. On va regarder une petite bande-annonce du Dahlia Noir, regardez. Et c'est Elizabeth Short. Ne me quitte pas, Richard. Dis-moi que tu m'aimes. Mademoiselle Short, c'est une scène très triste. Vous pensez que vous êtes capable de jouer la tristesse? Oui, je peux le faire.
Elle s'appelait Elizabeth Short. Elle était jeune et belle, bien décidée à devenir célèbre, destinée à l'être atrocement. Écoutez-moi bien, aucun journaliste ne doit voir le corps. La victime a été coupée en deux. Elle a été vidée de tous ses organes et de son sang. Et sa bouche a été ouverte d'une oreille à l'autre. Ce fut le meurtre le plus célèbre de l'histoire de la Californie. Pour le public, c'était un meurtre à sensation. Nous allons arrêter ce tueur. Pour nous, ça devenait une obsession. Fais quelque chose, il est comme ça depuis hier soir. Des coulisses du pouvoir. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon nom n'apparaisse pas? À la flicaille du caniveau. Elle ressemble à la morte, tu es complètement fou. Chaque vie impliquée était anéantie. J'ai fait l'amour avec Elisabeth une fois. Je voulais voir comment c'était de le faire avec une fille qui me ressemblait autant. J'ai peur. Rien ne reste enterré à tout jamais. Rien. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu me trouves belle. Mais oui, tu es belle. Vous avez rigolé à la phrase « rien ne meurt jamais »,« rien ne reste jamais enterré ». Oui, ça vous fait rire. Enterré, bien sûr. Ouais. Ça veut tout dire, en fait. En tant qu'auteur de polar, de thriller, pour ma part, j'écris du thriller, pas du polar. On pourra parler de la différence tout à l'heure. Bah, évidemment, on veut juste déterrer les cadavres. On veut en parler, on veut faire peur aux lecteurs, on veut les secouer, on veut qu'ils se posent 36 questions. Et donc, cette phrase qui termine la bande-annonce, je trouve qu'elle est juste excellente. Ouais, c'est terrible. Vous l'avez lu, le Dahlia Noir, évidemment, non? Non. Oh non. D'accord, non, je l'ai... Sortez d'ici. Sortez. Non, on rigole. Non, je l'ai acheté justement au Quai du Polar quand j'ai pu le rencontrer. Oui. Et mais non, pas encore, parce que comme je suis venue au Polar plus tard, d'accord. Voilà, j'ai encore pas mal de belles pépites à découvrir. Bon, mais vous allez le lire, hein? Oui, ça c'est prévu. Oui, ça va, vous pouvez rester. Marco, Dahlia Noir, c'est quand même... Ça fait partie d'une des premières lectures, effectivement, que quand on s'intéresse au genre qu'on va parcourir, ça fait partie de ces classiques. Je pense que tu ne vas pas me dire le contraire. Et donc, effectivement, je pense qu'on est tous obligés de passer par là. Donc, Nathalie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Après Iris. Est-ce que le roman noir américain, c'est un peu le maître mot, le maître étalon, je sais pas, du roman noir mondial? Historiquement, c'est un peu dans les années 20, avec Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Horace McCoy. Ça se passe en même temps. Ça éclot, via des magazines qu'on appelait les pulps à l'époque. C'est des feuilletons, alors? C'est des feuilletons, Masque notamment. Et c'est surtout la période de la Grande Dépression. On est aux alentours de 1927-1928 aux États-Unis. Et donc, c'est de la misère totale. D'ailleurs, je me permets de recommander ces bouquins-là, de les relire aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de résonance avec l'époque que nous vivons. C'est vrai, il y a des échos. En termes de violence policière, en termes de pression sur la presse, en termes de corruption, en termes d'immigration, d'homophobie, etc. Si on devait choisir, on a parlé du Dahlia Noir, là, de L.A. Confidential aussi, si on devait choisir 2-3 romans de cette époque-là, ce serait quoi? Des années 20, vous voulez dire? On achève bien les chevaux d'Horace McCoy, Moisson rouge de Dashiell Hammett, et puis les Chandler, et aussi Asphalt Jungle d'ailleurs aussi, qui est un roman noir qui a été adapté par non, je cite juste il est malin, il est très malin. Adapté par John Huston, et un des premiers films d'ailleurs de Marilyn Monroe. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que vous disiez, Marco, Elroy, c'est vraiment la porte d'entrée à la fin des années 80 qui a amené des gens comme Denis Lehane, etc. Et puis les Scandinaves, les Français, maintenant les Belges, dont Salvador, Jérémy Claes et Bruno Sanderlinge, qui sont d'ailleurs à votre salon. Clarence Pitts aussi.
Clarence Pease, Barbara, qui illustre vraiment bien quand on parle du salon, c'est le salon Iris Noir. On peut peut-être voir une affiche d'ailleurs, ce sera au Claridge le week-end prochain. Iris Noir, c'est parce que Iris c'est Bruxelles, c'est ça ou... Mais je pense que c'était un peu le clin d'œil aussi au Dahlia Noir, justement. On voulait reprendre ce symbole de la mélange fleur. Entre Bruxelles et Elroy. Un petit clin d'œil, effectivement. Et puis pas mal. L'Iris, la fleur symbole de Bruxelles. Ouais, c'est un beau titre. Puisque vous posez la question, on va y aller. Différence, cher Salvatore, différence entre polar et thriller. Vous avez 2 minutes. Alors, selon moi, la différence entre le polar et le thriller, c'est que dans le polar, on suit une enquête policière. Donc, d'accord. On met en scène 2 flics, en général 2 flics, hein, et on suit l'enquête sous leurs yeux, quoi. Pardon. D'ailleurs, polar, historiquement, ça vient de le pôle de polar, c'est police, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Tandis que thriller, là, on va plutôt suivre le point de vue de la victime. Il n'y a pas forcément une enquête policière. On suit pas, si on a une, elle est sous-jacente pour des questions de cohérence. Hein. Mais on suit plutôt le point de vue de la victime. Comment elle va s'en sortir. On la met dans une situation compliquée et il faut qu'elle s'en sorte. D'accord. Ou pas. Et il faut du suspense, et ça, c'est tout l'art de nos auteurs et de nos autrices. Pourquoi on aime tant, et c'est une des questions que pose la thématique de cette émission, on aime tant frissonner je vous regarde, Nathalie, je crois que vous aimez frissonner. Pourquoi on aime avoir peur, que ce soit au cinéma, que ce soit en lecture? Pour exorciser nos tendances psychopathes? Non. J'ai vous demandé de sortir. Plus sérieusement, je pense que le polar, qui a quand même été décrié pendant longtemps, c'est un genre dans lequel on va retrouver tout ce qui fait l'essence de notre société actuelle. Ouais. C'est ce que disait un peu Philippe aussi. Voilà, c'est exactement ça, et c'est encore vrai maintenant, et on va retrouver des thématiques qui finalement, l'air de rien, sous couvert de nous raconter une histoire, vont nous apprendre des choses aussi que peut-être on ignore sur certains faits historiques ou certains faits sociétaux. Et je trouve que c'est un genre beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait le réduire à... Oui, mais il y a le côté reflet de la société, de ces faces noires, etc. Mais il y a le côté peur au ventre frisson aussi, oui, c'est ça. C'est important. Ça renvoie, si je peux me permettre, aussi à nos peurs d'enfants. Ouais. Vous, je sais bien que vous aviez peur du noir aussi quand vous étiez petit. Moi aussi, c'est vrai, des histoires d'enlèvement, de séquestration, de poursuites dans le noir. Ça renvoie vraiment... Alors, à l'enfance. Je pense, pardon, je vous coupe, mais je pense qu'il y a aussi dans les thrillers et les polars, assez étonnamment, il y a aussi beaucoup d'humanité. Hein. Oui. Donc, parce qu'on joue justement avec les sentiments, on joue avec les failles de l'être humain. Les flics sont souvent des gueules cassées ou des gars qui se sont fait virer. Voilà, oui, c'est vrai que c'est souvent le cas. Moi, pour ma part, je n'utilise pas de... J'écris des polars, j'écris pas de polars, oui, d'accord, ok. Mais malgré tout, on m'a un jour dit, il y a beaucoup d'amour dans vos romans, finalement. Tiens, c'est bizarre, j'écris des horreurs, mais... Et en fait, c'est parce que je joue avec les sentiments, avec tout ce que l'être humain peut éprouver finalement, que ce soit les peurs, les failles, enfin... Ah, c'est vrai. Donc, et les lecteurs s'y retrouvent. Et une fois que le lecteur se retrouve, ou les lectrices, dans un personnage, ils s'identifient, donc fatalement, ils sont pris par l'histoire. Marco, le polar, il a toujours été populaire ? Alors, j'ai envie de dire oui, sauf que ces dernières années, j'ai eu, par l'expérience aussi en travaillant en librairie, j'ai vu qu'il y avait quand même de plus en plus de demandes pour le genre. Donc ça monte, quoi, c'est ça que vous voulez dire ? Ça monte, oui. Pour citer un exemple, il y a une dizaine d'années, j'avais été embauché par une librairie à Bruxelles. J'ai un petit clin d'œil à la librairie Maupassant. Et il m'avait embauché à l'époque comme responsable du rayon polar. Et en quelques mois de temps, on a vu le rayon qui, à l'époque, quand je suis arrivé, c'était une étagère dans la librairie. Une année plus tard, le rayon avait triplé quasi de volume. Donc ça montre quand même qu'il y avait, en 10 ans de temps, tout à coup énormément un engouement plus important qui s'installait. C'est parce que ça s'est bien renouvelé aussi. On a des bons auteurs, même des auteurs français, francophones, qui fonctionnent bien. Oui, tout à fait. Ça fait partie des raisons. Et je pense qu'aussi, généralement, quand le monde va mal, parce que je pense que ce n'est pas une nouvelle pour tout le monde de l'apprendre aujourd'hui que le monde ne va pas forcément très bien. Ah bon, on a parfois envie de quand même se faire du bien et de se rendre compte en lisant des livres qui font peur, comme vous disiez juste avant, qu'il y a pire que ce qu'on a la chance ou la malchance de vivre dans notre Jusqu'au jour où le monde sera pire que nos polars. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire, n'est-ce pas, Philippe ? Ça c'est de la science-fiction. Vous avez raison, parce qu'il y a eu
je parlais de cette phase James Ellroy, etc. Puis il y a eu toute la phase des polars scandinaves avec Millennium. Ouais. Et puis on arrive à ce que vous disiez, les auteurs francophones, des grosses locomotives comme Franck Tillier, Olivier Norek, etc. Granger. Et puis les auteurs plus sociétaux, Caril Ferré, Marin Ledin, etc. Et puis chez nous, on a commencé à respecter les auteurs de polars français. Et ça arrive petit à petit par ricochet en Belgique avec les auteurs qu'on a cités tout à l'heure. Parce que tout ça a commencé il y a longtemps, du côté du 19e siècle. Hein, c'était des romans policiers à l'époque et ça s'inspirait plutôt de faits divers. Le premier, j'ai fait ma petite recherche, et le premier roman policier, c'est Double assassinat de la rue Morgue. C'est une nouvelle d'Edgar Allan Poe. D'Edgar Poe, ouais. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu ici. Moi, je ne l'ai pas lu. Hein. J'ai pas lu non plus, mais c'est... Oui. Et puis Conan Doyle, évidemment, et les Sherlock Holmes. C'était déjà, Sherlock Holmes, on était déjà en route pour le polar, si je puis dire, Salvatore. Je pense oui, parce qu'il se base sur des enquêtes. Des résolutions d'enquête. Exactement. Ouais. C'est ça qui intéresse aussi les gens, c'est de se faire peur d'une part, de se reconnaître dans les personnages, mais aussi d'essayer de deviner comment l'histoire va se terminer. Donc, on émet des hypothèses, et puis voilà, et notre rôle à nous en tant qu'auteurs, c'est de mener le lecteur vers une mauvaise piste. Chez nous, on a, parce que là on parlait d'Angleterre, chez nous on a Simenon quand même, oui. C'est un maître. Stanislas André Stemann aussi, l'assassin habite au 21, c'est du policier ça quand même, Marco. Tout à fait. Oui, c'est un peu comme, pour parler de la créatrice aussi, qui est souvent citée comme la créatrice, entre autres Agatha Christie, on parle toujours d'elle également. Oui. Donc c'est vrai que... Et ça marche toujours. Ça marche toujours, et c'est ça qui est... quand je dis épatant, c'est pas forcément négatif, mais ça montre quand même que c'est un genre qui persiste et auquel beaucoup de plus en plus de lecteurs vont adhérer. Ouais. Même, je me permets, David, si vous voulez bien, même Maurice Leblanc avec Arsène Lupin, on s'est rendu... Je me souviens, je disais ça gamin, c'était vraiment super. Et puis vous voyez, qu'il y a même une série Netflix avec Omar Sy, donc ils ont vraiment recontextualisé. Donc c'était déjà, en tout cas le polar pur, je suis vraiment entièrement d'accord avec mon camarade. C'est la résolution de l'enquête et les moyens et les embûches pour retarder au maximum sa résolution. Je vous prends un peu au mot avec les séries Netflix et autres plateformes, pour pas parler que de Netflix, mais il y en a plein d'autres. Les séries adorent le thriller, les polars. Quand on voit les séries qui sont les plus regardées, c'est souvent des polars ou des thrillers, non ? C'est pas Nathalie. Mais je pense qu'on aime bien aussi changer d'air, et c'est exactement la même chose que quand on lit. On a besoin d'être un peu appâté, d'avoir envie de savoir qui... En même temps, on se croit toujours plus malin que les auteurs en se disant, ou que les réalisateurs en se disant oui je sais, et puis finalement je savais. Et ça fait rire l'auteur parce que il y a des ficelles, il y a des trucs, vous avez des recettes, vous dites là je vais envoyer mon lecteur ou ma lectrice sur une mauvaise voie, sur un cul-de-sac. Bien sûr. Alors, pas lors de la première écriture, mais après, on réécrit son texte, on retravaille son texte, et c'est à ce moment-là qu'on se dit, bon, là, on va mettre une fausse piste, un faux indice, vous voyez. Et voilà, moi, j'adore quand les lecteurs, les lectrices viennent me voir en salon en me disant, j'étais sûr d'avoir trouvé la fin, et puis vous... Ben non, vous avez trouvé quelque chose d'autre, et voilà. Donc, c'est ça qui plaît aux gens aussi, c'est de se poser 36 questions, et au final, de se rendre compte qu'ils ont tout faux. Vous savez la fin quand vous commencez à écrire ? Vous avez le plan en tête ? J'ai un plan très sommaire en tête. Mais je n'ai jamais la fin. J'ai le début. Et vous savez qui a tué qui, quoi, il n'y a pas forcément de meurtre dans mes... Parce que justement, c'est pas un polar, il n'y a pas forcément un meurtre. Ouais. C'est un personnage qui se retrouve dans une situation compliquée, comme l'enfermement, ou je ne sais pas, qui a un choc émotionnel, sous emprise, donc dans le cadre d'une relation toxique, et qui va, malgré ses casseroles, parce que mes personnages ont beaucoup de casseroles, doit s'en sortir. Quoi. Et là, on est presque dans le roman psychologique, le thriller psychologique. Effectivement. Oui. Et on tremble tout autant. Est-ce qu'il y a encore ce mépris de la grande littérature, vous voyez, la Blanche, par exemple, pour le polar ? Ça existait pendant longtemps, ça. On disait, les auteurs de polar, c'est pas vraiment des auteurs, c'est pas vraiment de la littérature. Ça existe encore, ça ? J'ai envie d'avoir une réponse un peu mitigée. Oui et non. Donc une réponse à la normande, oui. À la belge. Une réponse à la belge, entre deux, comme la Suisse un petit peu aussi. Disons qu'il y a les deux grands genres maintenant qu'on va en librairie. Souvent, on va parler de littérature dite blanche et littérature noire. Mais on constate avec des derniers exemples en date, comme par exemple, je pense à Olivier Norek ou Michel Bussy, qui finalement font de la littérature maintenant grise, si on peut jouer sur les couleurs,
parce qu'ils font un peu un genre, où ils pratiquent un genre, où ils écrivent dans un genre qui peut correspondre aux deux styles. Et c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé d'Agatha Christie, par exemple. C'est vrai que les thrillers ou les polars qu'on lit aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec, par exemple, Agatha Christie, sans vouloir critiquer. Mais il y a quand même une évolution aussi dans l'écriture, où les intrigues sont beaucoup plus poussées, beaucoup plus travaillées, et dans le sens où il y a aussi maintenant de plus en plus de prix spécialisés en littérature noire. Je pense au prix du meilleur roman francophone à Cognac, par exemple. Des gros festivals. Le festival qui est du Polar à Lyon, qui est un peu le festival de Cannes de la littérature noire. Et qui fonctionne très très bien. Ouais. Et les maisons d'édition l'ont bien compris aussi, parce qu'il y a souvent ils ont des branches, genre Actes Sud par exemple, qui fait. Tout à fait, oui. Une collection dédiée vraiment. Mais il y a une vraie demande. Hein. Enfin, je veux dire, il suffit de se rendre à un salon littéraire, donc consacré au polar et au thriller, et il y a un monde incroyable. Les gens, et puis il y a une espèce de tendance comme la fanatitude un petit peu. Ils aiment bien venir voir les auteurs, faire un selfie, une dédicace, et il y a un monde de fou, quoi. Donc c'est. Mais il y a des livres que les gens adorent. On m'a dit surtout ne parle pas de la femme de ménage. J'ai envie de parler de la femme de ménage. Je m'excuse, excusez-moi, mais je veux dire, voilà, les gens lisent ça. Comment on explique ça? Mais je pense que c'est un succès médiatique et une surexposition qui fait que finalement, quand on cherche, quand on est un peu pas spécialement un grand lecteur comme nous on peut l'être, on va au Carrefour faire ses courses, on voit la femme de ménage, on se dit tiens, je vais lire ça. Ouais, mais le Norek il est là aussi, donc. Oui, mais il y a eu une grosse surexposition médiatique, je trouve. On ne voit que ça tout le temps, sur les réseaux aussi, la femme de ménage partout, tout le temps. Et moi, j'ai surpris des gens de ma famille partir en vacances avec la femme de ménage. Je dis, mais les gars, demandez-moi à moi. Non, partir en vacances avec la femme de ménage, c'est juste marrant, quoi. Donc, je trouve ça, tant mieux si ça amène des gens à lire, mais il y a tellement de choses superbe à découvrir chez nous. Vous sentez ça tout à fait. En tant que libraire? Une fois de plus, j'ai envie de pondérer ma réponse. Ah, voilà, vous êtes suisse. Parce que je suis d'accord sans être d'accord complètement. Effectivement, il y a des gens qui, avant d'acheter La Femme de ménage, n'étaient jamais allés en librairie. Donc, le simple fait d'attirer de nouveau les gens en librairie, parce qu'il n'y a pas que les plateformes virtuelles ou les librairies en ligne, je préfère largement de loin aller chez un vrai libraire, une librairie physique, acheter un livre et découvrir d'autres livres. Donc, s'il y a des gens pour qui c'est la motivation d'aller acheter La Femme de ménage, tant mieux, ils ont au moins franchi le pas. C'est ça, c'est ce qu'on dit pour la bande dessinée, ou pour les mangas. Voilà. On dit, les jeunes lisent des mangas, ok, mais enfin, au moins ils lisent, quoi. J'ai lu La Femme de ménage en toute transparence avec vous toutes et tous, mais je suis quand même consterné que dans le top 10, l'autrice La Femme de ménage, La Femme de machin, La Femme de... On ne va pas trop en parler, parce que sinon les téléspectateurs vont aller chercher La Femme de ménage. Et donc, ça a l'air bien. Parfois, les arguments sont tout à fait pertinents, le vôtre et aussi Nathalie, mais je pense que les lectrices et lecteurs manquent parfois de curiosité, d'appétence à la curiosité. D'accord, c'est pour ça qu'il faut regarder les émissions et aller parler aux libraires aussi, parce que c'est leur métier. Mais c'est vrai qu'il y a des nouveaux genres dans le polar, le cozy crime aussi. Ça, c'est tout un nouveau truc aussi. C'est souvent plus. C'est une femme flic souvent, c'est plutôt à la campagne. Voilà. C'est même pas les flics. C'est un peu les c'est la coiffeuse, la pâtissière. Voilà, oui. Mais c'est destiné à un public un peu plus âgé, je pense, sinon... il y a moins de sang, c'est moins sanguinolent. C'est plus, on va tuer... la coiffeuse va tuer ses clientes avec des bigoudis, c'est sympa, ça. Oui, pourquoi pas, c'est drôle. Au meurtre de Cupcake, par exemple. C'est Cupcake empoisonné. C'est les personnages lambda, vous et moi, qui se découvriront... Pareil pour vous. Des vocations d'enquêtrice ou d'enquêteur. D'accord, ok. Enfin... c'est toujours la même chose, les gens lisent au moins. Oui. C'est un genre qui marche bien. Oui, ça marche bien. C'est quelque chose qui est en train de monter. Quelle évolution quand même depuis James Ellroy, depuis Dahlia Noir. Allez, on va terminer l'émission avec peut-être 4 coups de cœur. Vous avez chacun, forcément, c'est votre truc, donc vous nous avez parlé de bouquins. On va commencer par le vôtre. Je vais rappeler d'abord En prise, ça c'est celui qui est aux presses de la Cité. Oui. Et puis votre coup de cœur, ce serait quoi? Moi, c'est Purgatoire des innocents de Karine Jebel. Ouais. Donc ça, c'est un vrai thriller bien prenant dans lequel on retrouve 2 frères qui vont braquer une banque. Ouais. L'un des deux finit par être blessé. Et là, évidemment, le lecteur se dit « bien fait, puisque tu fais quelque chose de mal ». Et ils vont s'arrêter sur la route, une route de campagne, chez une vétérinaire, en espérant soigner le frère.
sauf qu'ils vont découvrir très vite que la vétérinaire a un problème. D'accord. Et à mon avis, elle a un sérieux problème, notre vétérinaire. Il faut lire le bouquin. Et chez vous, votre coup de cœur? Moi, c'était Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker. Et donc, je trouve que c'est justement une belle illustration du fait que le polar ou le roman noir, maintenant, ça peut prendre plein de déclinaisons. Ouais. Et c'est un bouquin qui, au-delà des amateurs de polar, pourrait plaire à plein de gens. Ça parle de quoi? Ce sont des enfants qui vivent dans les Ozarks. Il y en a un qui est enlevé, donc qui disparaît. La police abandonne assez rapidement, mais une de ses amies décide de ne pas lâcher l'affaire. Et donc, elle veut absolument le retrouver. Et voilà. Et on va partir sur 3 décennies. Wow. L'histoire, oui, c'est une brique, mais ça se lit très très bien et c'est très poétique. Vous donnez envie. On ira voir d'ailleurs vos coups de cœur sur mes lectures du dimanche. Je rappelle l'adresse de votre blog. Marco, un petit coup de cœur? Oui, moi j'ai envie de vous parler de Ligne rouge de Laure Rollier, qui est paru aux éditions Récamier. Ouais. Et donc tout simplement pour la simple raison qu'elle a su encore me surprendre après tellement d'années de lecture et dans le style du thriller psychologique, un peu comme ce que fait Salvatore. Donc ça raconte l'histoire d'un pompier qui retourne dans sa ville de naissance où il a vidé la maison de sa grand-mère. En vidant les meubles, il se rend compte qu'il y a une porte d'accès vers une pièce qui était cachée. Il pénètre dans la pièce et il voit des tags sur le mur avec des menaces à son encontre. Et puis donc, hop, on n'en dit pas plus. J'en dis pas plus. C'est le début du bouquin. C'est toujours le souci quand on parle de polar ou de thriller, c'est que on freine. Allez, je vais aller dans le sens de Nathalie aussi en vous parlant d'À la table des loups de Adam Rapp. Ah. C'est une histoire de famille dysfonctionnelle. Alors, je ne vais pas spolier parce que c'est dans tous les papiers que vous pouvez lire dessus. Et au sein d'une famille, il y a un fils, un frère qui est déviant. Et c'est aussi sur plusieurs décennies. Il y a un côté, les corrections de Jonathan Franzen, mais avec un côté très noir, très sombre. Et c'est là où je vous rejoins, c'est un roman noir au sens large. C'est plus qu'un thriller, c'est plus qu'un polar. C'est un roman tout court, mais bien sombre. Et j'ai envie de dire même bien sale quand même. Ça pique en tout cas, la table des loups. Ça montre bien que c'est extrêmement vaste, le polar, le thriller, etc. Et Iris Noire, il y aura plein de surprises, j'imagine, plein d'auteurs qui seront présents aussi. Ce sera le week-end prochain, notez bien, donc 22, 23, ça, 23, 24. Il y a une remise de prix le 24 octobre, le vendredi, et puis le 25, 26, tout le week-end. Au Claridge. Entrée libre pour tout le monde, bien tout sûr. À fait. Merci à tous les 4. Merci d'avoir amené votre passion. On se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir.